Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au Midi Conservation du réseau de milieux naturels protégés. Aujourd'hui, le 28 juillet, on a une belle présentation pour vous accompagner lors du lunch. On a invité 4 experts du monde de la conservation. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que non. Et donc, ça va me faire plaisir de vous les présenter dans quelques instants. On va prendre les prochaines minutes, en fait, juste pour laisser tout le monde une chance d'entrer en salle virtuelle. Donc, on va commencer la présentation dans quelques minutes. Entre-temps, je voulais vous informer que vos micros et vos caméras sont fermés. Donc, vous n'avez pas accès au micro. Par contre, si vous voulez poser des questions aux experts invités, et je vais vous encourager fortement à le faire puisque c'est un jeu ludique et interactif qu'on a préparé pour vous ce midi, vous pouvez les inscrire dans la boîte de questions qui est dans vos paramètres de GoToWebinar. Donc, si vous cherchez un petit peu, vous allez avoir un espace où vous pourrez inscrire vos questions et je vais les prendre au fur et à mesure et les transmettre aux experts. Durant la présentation, vous allez avoir l'opportunité de les poser et aussi, on va se réserver un petit 10-15 minutes à la fin aussi pour que vous puissiez interagir avec nos experts invités. Donc, entre-temps, vous avez sous les yeux les prochaines annonces des Midi Conservation. Les Midi Conservation, c'est un produit RMN qui dure depuis quelques années. Et donc, l'objectif est de parler de la conservation, de parler de tous les aspects entourant la conservation, comment se fait la conservation, qu'est-ce que ça mange en hiver. On va des fois dans le fin détail, comme des fois dans le plus général. Et les Midi Conservation, c'est mensuellement, tous les derniers mercredis de chaque mois. Et toutes nos présentations sont enregistrées et disponibles en rediffusion gratuite sur notre chaîne YouTube Réseau de milieux naturels protégés. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la conservation des milieux naturels. Et pour ce faire, c'est jamais sans nos experts. Qu'est-ce qui nous a inspiré ce sujet-là, en fait? C'est que le RMN a participé cet hiver, en fait, à la demande de Éco-Canada à une étude sur la main-d'œuvre dans le milieu de la conservation des milieux naturels. C'est un domaine qui était peu développé, peu connu. Par exemple, peut-être que vous connaissez des jeunes gens aux études qui cherchent un métier et lorsqu'on va parler d'environnement, on va faire référence, par exemple, à des biologistes, à des consultants, des gens en entreprise pour, par exemple, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc. Mais le milieu de la conservation des milieux naturels, en fait, c'est un domaine en soi, un domaine qui s'en vient de plus en plus en demande et qui a divers aspects. C'est en fait un domaine professionnel multisectoriel. Donc, lorsqu'on parle multisectoriel, c'est très petit, mais on parle entre autres des services professionnels techniques, des consultants par exemple, services administratifs, donc tout le soutien, que ce soit des entreprises ou des OBNL qui font de la conservation des milieux naturels. On parle de l'enseignement, de la vulgarisation scientifique, des aspects de comptabilité, d'économie, des aspects légaux aussi. Donc, vraiment, c'est un secteur multisectoriel, multidisciplinaire, bien sûr, parce qu'on parle de différents niveaux d'expertise qui viennent soutenir la conservation des milieux naturels. Dans cette étude, en fait, ce qui est sorti comme point important à soulever, c'était aussi que les gens qui œuvrent en conservation des milieux naturels ont des compétences bien spécifiques. Souvent, ce sont des gens qui sont formés soit dans une technique ou peut-être dans un niveau supérieur, donc universitaire, au niveau de la maîtrise, au niveau du doctorat ou du bac. Mais aussi, ce sont des gens qui doivent aussi avoir des compétences générales, donc être capable parfois, oui, d'être capable de scruter la petite bébite sous un microscope, mais être capable d'en parler, être capable d'écrire, être capable de pouvoir, par exemple, monter un projet, donc avoir des notions de comptabilité, de gestion de projet, etc. Donc, les compétences sont spécifiques, mais aussi avoir développé un aspect de compétences générales.
La communication, super important en conservation des milieux naturels. Pourquoi on parle de communication? Bien sûr, vous le savez depuis les dernières années, on en parle de plus en plus, mais pourquoi on en parle de plus en plus? Parce qu'il y a des gens qui communiquent sur le sujet. Donc, d'aller au-delà de notre petit réseau de gens d'impliqués, on va aller vers le grand public. On veut sensibiliser, on veut rallier aussi les gens au mouvement de la conservation des milieux naturels. Donc, la communication est super importante, mais aussi c'est pour former la relève, former les gens aussi qui travaillent dans ce domaine-là, donc le renforcement des capacités, comment trouver le moyen de bien passer le message et d'améliorer nos pratiques. Le petit ici que je vous ai mis, no dollar, no fun, malheureusement, ce qu'on a relevé de cette étude-là, c'est que souvent, c'est un domaine qui va lever avec les fonds. Donc, s'il n'y a pas de fonds, on engage moins, il y a moins de possibilités d'emploi, il y a moins de projets qui se font, etc. C'est un domaine qui est dépendant beaucoup des fonds, entre autres gouvernementaux. D'ailleurs, dans les récentes années, on a eu des belles et des grosses nouvelles aussi. Il y a plusieurs programmes de soutien financier qui ont été annoncés en lien avec la conservation des milieux naturels. D'ailleurs, le Canada s'est engagé d'ici 2025 à protéger 25% de son territoire. Le gouvernement du Québec aussi s'enligne dans cette direction-là. On aura l'occasion d'en parler avec une de nos expertes invitées. Et un autre point intéressant, au niveau de cette étude-là, c'était que les collaborations et le partenariat étaient un point aussi focal pour développer des stratégies d'affaires afin d'arriver à un objectif de conservation des milieux naturels. Mais là, je ne veux pas prendre tout le temps de cette présentation puisque vraiment, on a un panel des plus intéressants. Donc, je vais vous présenter nos experts et j'aimerais ça leur laisser la parole au cours de ce webinaire ludique qu'on vous a présenté. Et j'y vais tout de suite avec la première, Madame Louise Gratton. Bonjour, Louise. Allô. Comment ça va? Oh, j'ai choisi une belle photo où je suis tout à fait en réflexion, ce que la majorité des gens ne voient pas, parce que des fois, je parle à travers mon casque trop rapidement. Fait que ça, c'est là, vraiment, je suis, ouais. Oui. Un portrait de mon mari, et là-dessus, j'ai 50 ans. Mais effectivement, je suis allée chercher une peinture de M. Odette. Donc, tu es une muse, mais tu es aussi biologiste, écologiste de formation. Tu es administratrice? Oui. Pour? De Corridor Appalachien, membre fondateur et administratif, trésorière, en fait, de Corridor Appalachien, mais je suis aussi présidente de Nature Québec. Et bénévole de Sans Façon, je sais que tu es impliquée dans plein. Je suis bénévole pour à peu près tous les organismes de la région ici, à un moment donné un autre, certains plus que d'autres, entre autres la fiduciaire de la vallée Ruther, qui a été à l'origine du corridor appalachien, dans le fond, donc je suis très redevable à ces gens-là. Et aussi, mais aussi des organismes d'ailleurs, mais aussi sur le plan professionnel, j'aide des organismes à se constituer. Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, en ce moment, avec Capital Nature dans la région de Québec pour développer leur mission et leur stratégie. Et donc, tu es une mentor inspirante. C'est ce qu'on aime de toi. Merci. On a aussi Mathieu Tossolini. Mathieu Tossolini, bonjour. Allô, bonjour. Ça va bien? Ça va. La photo est non contractuelle comme quand on va au McDonald's. Hein. J'ai plus de cheveux. Derrière un mur blanc. Mais Mathieu, je t'ai invité aujourd'hui, entre autres, parce que tu as une expertise en géomatique. Oui. Mais tu es un touche-à-tout, tu fais de la plantation, tu peux nous décrire un petit peu tes niveaux d'implication? Ouais, je travaille au RMN en géomatique, mais j'ai aussi un emploi de contractuel en agriculture urbaine, puis ça fait 1 an et demi que je fais ça. Et tu as touché au niveau, dans tes études aussi, tu es allé chercher vraiment diverses expertises, divers diplômes pour t'aider à parfaire tes connaissances, puis augmenter finalement ton baluchon professionnel? En fait, je suis le parfait exemple de la personne qui a compris que j'avais un besoin en géomatique, parce que je suis biologiste, puis j'ai fait une maîtrise en environnement. Et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que
La géomatique, c'était un formidable outil qu'on pouvait utiliser dans beaucoup de domaines. C'est comme ça que j'ai fini par me former en géomatique, juste pour finir un petit peu mon paquet universitaire, on va dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, de notre public, là, qui ne connaissent pas, c'est quoi la géomatique? La géomatique, en fait, on peut résumer ça pour un ensemble de technologies, en fait, qui traitent de l'information spatiale. Ça peut être pour faire de la cartographie, ça peut être pour collecter des données de différentes façons, avec des GPS ou des relevés satellites ou des prises de photos aériennes. Puis le traitement informatisé à l'aide de logiciels spécialisés en système informatique. Et Enfin, donc, système d'information. c'est de croiser plein d'informations finalement ensemble. Super. Merci. Merci Mathieu. On a comme invité Agnès Grondin. Bonjour Agnès. Une autre touche à tout. Agnès, tu peux ouvrir ton micro. Tu es biologiste de formation, mais depuis quelques années, députée caquiste élue d'Argenteuil. Et donc, tu te retrouves à Québec plusieurs journées, mois par année. Tu es vice-présidente de la Commission des transports aussi et de l'environnement. Je t'ai mis une grimpeuse hors pair. On ne fait pas référence à l'escalade. Ça, on va laisser ça à Kélina. Mais grimpeuse, c'est-à-dire plus de monter dans les échelons des sphères. Tu travailles sur le terrain, je suppose, tu as commencé ta carrière comme ça, comme biologiste. Après ça, tu as été directrice aussi d'un conseil régional en environnement. Et après ça, tu as parfait tes implications politiques. Effectivement, j'ai appris d'abord, j'ai fait une formation. J'en discutais d'ailleurs avec Kélina au tout début. Là. Moi, j'ai commencé en actuariat, mais j'ai détesté. Donc, j'ai appris la biostatistique, j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai découvert le monde de la nature. On aime toujours ça quand on est jeune, mais finalement, j'ai vraiment tombé en amour, spécialisée plus sur la question de l'eau. Et quand j'ai entendu Louise Gratton pour la première fois comme conférencière à l'Association des biologistes du Québec, là, je suis tombée en amour avec les milieux naturels. Mais oui, et là, j'ai eu une bulle au cerveau à 51 ans, puis j'ai décidé de me présenter en politique provinciale. En espérant que je peux changer des choses. Oui. Ben écoute, tu as des centaines de personnes derrière toi qui se rallient et qui sont très, très contents que tu aies un siège à Québec. Merci. Et tu as même ta page Wikipédia. By the way. Tu pourras la remplir. Et notre dernière invitée experte est Kélina Higgins. Kélina, qui est biostaticienne. Et j'espère que tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Tu es bryologue. J'espère que tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, le détail, en veux-tu, en voilà, ben, Kélina est dans le fin détail de la conservation des milieux naturels. Tu peux nous faire une introduction, Kélina? Oui, donc je suis biostaticienne, donc ce que ça veut dire, c'est que je fais l'analyse de données biologiques. Puis je fais ce travail-là surtout dans le cadre de recherche qui se fait au niveau fédéral au service de foresterie. Puis là-dedans, je suis impliquée dans des projets où on a des données d'inventaire qui sont prises sur le terrain, puis ensuite on les analyse pour comprendre les patrons qu'on trouve dans le paysage. J'ai plusieurs projets appliqués qui regardent sur l'effet des lignes sismiques en Alberta, des projets sur les aires, la taille des aires de conservation qui sont nécessaires dans le cadre des feux de forêt. Et tout ça, ben, c'est à l'aide de l'analyse des données et une synthèse de qu'est-ce qu'on trouve pour pouvoir se fixer des objectifs quantitatifs par rapport à comment la conservation se fait. Le côté bryologue, ben, les bryophytes, c'est des petites plantes communément appelées les mousses. Et c'est des plantes qui sont souvent négligées puis oubliées. Sont quand même tout un défi pour les identifier. Il faut avoir accès à un microscope binoculaire. Il y en a quelques-uns qu'on peut identifier sur le terrain, mais c'est pas la majorité. Mais on est une petite communauté de bryologues au Québec, mais on est quand même très actifs. On travaille beaucoup des amateurs qui font ça pour le fun, les fins de semaine puis les soirs. La Société québécoise de la bryologie, donc je siège sur le conseil d'administration. Puis depuis le début de la pandémie, on se rencontre tous les mardis soirs. On est un groupe de 6 à 15 personnes.
qu'on identifie des bryophytes ensemble sur Zoom virtuellement. Bien le fun. Merci, Kélina. Et juste pour mentionner, là, ton métier t'amène, comme tu dis, dans diverses provinces, dans divers lieux aussi. Moi, j'ai déjà vu Kélina pendue sur des cordes d'escalade, identifiée sur une paroi des petits bryophytes et lichens. Donc, c'est un métier très, très varié que tu pratiques. Donc, quand j'étais sur les cordes d'escalade, le plus grand défi, c'est de ne pas laisser tomber ton échantillon, tomber en bas de la paroi et bien de le mettre dans le sac avant de le perdre. Effectivement. Super. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation, Kélina. Donc, là, je vais aller dans le but de notre rencontre. Donc, aujourd'hui, on veut parler de conservation des milieux naturels. On veut parler, mais pour en parler, dans le fond, je vous ai invité ces 4 personnes expertes pour un petit peu démystifier la conservation des milieux naturels. Donc, on a 4 blocs de questions et pour rendre ça un petit peu plus ludique, en fait, je vous ai préparé un quiz, un questionnaire avec au hasard qui va choisir, qui va répondre aux questions. Donc, si on y va, on a 4 blocs ici. Donc, le premier étant des questions sur votre parcours. Donc, experts, êtes-vous prêts? J'ai une série de 6 questions. À tous les participants, si vous êtes en mesure d'écrire dans la boîte de questions le numéro de la question que vous voudriez qu'il soit posée à l'expert et je vais l'ouvrir. Et le premier expert à répondre à la question, ça va être Mathieu. Donc, public, grand public, si vous utilisez la boîte de sondage question et vous m'inscrivez un chiffre, je vais choisir au hasard la question. Allez, allez, est-ce que quelqu'un se lance de 1 à 6? Donc, comme ça, je ne peux même pas vous dire quoi choisir. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a derrière les numéros. Non, non, c'est pas... ça. Oh, donc j'ai 2 réponses. On commence. OK, on y va. On se lance. La 3. Question qualité. À Mathieu, quelle est la qualité que vous possédez qui vous a mené là où vous êtes en conservation? J'ai l'impression d'être à une entrevue. Est-ce que je vais me faire embaucher à la fin? Il faut que je réponde bien. C'est déjà fait. Je dirais tellement de qualité qu'on t'a engagé. Je dirais la curiosité. Parce que la conservation, ça touche quand même à pas mal de domaines différents. Ça va même toucher des domaines juridiques. Puis je pense qu'il faut avoir un minimum de curiosité et d'ouverture d'esprit pour se dire que la conservation, oui, on veut conserver des milieux naturels, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut prendre en considération l'humain derrière, il faut le motiver, il faut l'embarquer dans le projet. Et à des considérations politiques aussi, parce qu'on veut que les municipalités, les MRC ou même le gouvernement embarquent dans la même direction. Des considérations juridiques, comme je disais, parce qu'il y a des moyens légaux de conserver des sites naturels. Donc oui, je dirais, je pense qui m'a amené là, c'est vraiment la curiosité. Tu as raison, effectivement, puis ça l'aide beaucoup à développer une multitude d'expertises aussi. Est-ce que, Louise, est-ce que tu es d'accord avec une... Oui, ben, en fait, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La curiosité, en fait, c'est ce qui fait qu'on perdure dans ce domaine-là parce qu'on apprend continuellement. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. Donc, il ne faut pas être le genre qui aime les choses répétitives. Je dirais, pour arriver où j'en suis arrivée, la curiosité, oui, c'est une chose. La deuxième chose, c'est peut-être mon petit côté TDAH, là. C'est quand une idée, c'est une idée fixe pour moi. Je suis embarquée dans la conservation comme Obélix est tombé dans la potion magique. Ça m'habite continuellement. Donc, si j'avais trouvé, mes frères sont tous en business. Puis quand j'ai découvert la conservation de la nature, j'ai enfin découvert la business qui m'intéressait parce que autrement, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en fait, si on regarde la conservation de la nature, oui, c'est basé sur la science, mais il y a tout le côté affaires, business qu'il faut développer
autant la vente, l'argumentaire, l'aspect administratif, c'est tout ce côté-là qui vient concrétiser les projets de conservation. Ça fait que cet ensemble-là, pour moi, c'est ça, c'était dans ma nature, c'était dans mes gènes. Puis quand tu te dis, tu sais, ça t'habite, tu sais, j'en côtoie beaucoup de monde là, qui travaille en conservation des milieux naturels, je baigne là-dedans, là, mais on est pour la très grande majorité des gens tellement engagés, c'est ça, des passionnés, des engagés. Ouais. Effectivement. Ouais. On me mentionne la minutie aussi, donc le détail, le souci du détail dans certains travaux. Parfait. Donc la géomatique. On a des questions aussi qui viennent du public, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, quelques qualités qui peut-être vous habitent ou que vous pourriez développer. Si je vais avec une autre question, un choix de Hubert. Bonjour Hubert. La 6. Quel a été votre premier signe d'intérêt envers les milieux naturels? Là, vous allez me dire, ma mère m'a amené, lorsque j'étais bébé, j'ai trouvé une... Non. Dis-moi, Kélina, quel a été ton premier signe d'intérêt envers les milieux naturels? Je ne sais pas si c'est pas la réponse que tu voulais, mais moi, la première chose que j'ai faite, c'est un projet écolier en 3e année où on a demandé de récolter, je pense, 5 à 10 feuilles des arbres autour. Puis bien, moi, je pense que j'ai récolté 20 ou 30. Puis j'ai travaillé sur ce projet-là pendant 5 ou 10 ans. J'ai décidé de récolter toutes les feuilles de tous les arbres dans le sud du Québec. J'ai récolté toutes les graines, j'ai récolté des bouts de branches, des bouts d'écorce. J'ai catalogué tout ça, j'ai catégorisé tout ça dans des boîtes. Ça prenait bien trop de place dans la maison. Ma mère n'était pas contente. J'étais vraiment passionnée par les arbres. Donc, j'ai commencé dans le gros. Là, ben, je me suis rendue dans les vasculaires, puis là, je me suis rendue dans les bryophytes petit avec le temps, de plus grand à plus petit. C'est ça. Parce que mon appartement est petit. Que les archives au jardin botanique maintenant. Oui, mais j'avais pas le souci de prendre les points GPS, donc ils sont pas utiles en tant que spécimen nervier, malheureusement. Ça va venir, ça se corrige. C'est vraiment intéressant. Puis, d'un sens, ça me rassure de t'entendre parler de ton projet parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent en conservation des milieux naturels, qui travaillent dans le volet sensibilisation et vulgarisation des éléments naturels. Et puis, souvent, cette vulgarisation-là se fait dans un contexte scolaire, donc avec les jeunes, on essaie de les inviter, de les sensibiliser, de créer un intérêt envers les milieux naturels. C'est la prochaine génération, ce sont les prochaines générations, puis ce sont eux qui vont poursuivre notre mission, en fait. Puis, en fait, on travaille à protéger l'environnement pour leur bien-être aussi. Ça rentre directement dans les définitions de conservation et développement durable. Je dirais aussi, une de mes cousines m'a vu aller prendre toutes ces récoltes-là, puis elle m'a donné le livre Arbres du Canada quand j'avais 11 ou 12 ans. Là. Ça s'est devenu ma Bible. Donc, c'est ça aussi, d'avoir des mondes dans mon entourage qui m'ont outillé puis qui m'ont encouragé. Toi, Louise, c'est quoi ton premier signe d'intérêt? Je pense qu'on a tous un peu eu un déclic quand on était jeune, là. Ça fait que c'est similaire. Moi, c'est des voisins horticulteurs là, qui m'ont initié un peu à la beauté de la nature. Mais si je vais plus, parce que j'aurais pu m'en aller horticultrice ou agronome, ou parce que j'avais un grand-père agronome qui était très près de la nature aussi. Mais si je parle de vraiment, ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de biologistes, des gens qui sont en allant à la biologie parce qu'ils aimaient la nature en partie. Là, je pense que c'est comme un déclencheur pour s'aller dans ce domaine-là. Mais si je parle plus de commencer à m'intéresser à la protection des milieux naturels, en fait, j'ai fait mon bac en écologie. Et puis, quand j'ai décidé à l'UQAM, quand j'ai décidé de faire ma maîtrise, je savais qu'il y avait des groupes de citoyens, dont un chargé de projet à l'UQAM, M. Poliquin, qui se battait pour protéger le Mont-Saint-Bruno. Et puis, je me suis dit, protéger cette forêt-là ou un autre, il faudrait savoir ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'on veut protéger ça, qu'est-ce qu'il y a à protéger à cet endroit-là. J'ai décidé de faire ma thèse de maîtrise sur le Mont-Saint-Bruno avant même qu'il soit protégé.
Et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir parce que quand le gouvernement du Québec a décidé d'exproprier le propriétaire de l'époque, M. Desjourdis, qui voulait développer l'ensemble de la montagne, hein, l'histoire se répète, on est toujours dans cette mode-là, je passais en cours. Et puis, je me vois encore là, avec mon poncho qui sentait la laine mouillée, là, puis en tout cas. Et puis, c'est ma première présence en cours. Et puis, le juge m'a écouté, puis d'après les avocats, c'est ce qui a fait pencher la balance. J'ai même pas eu de questions de la défense parce qu'ils ont dit, elle est tellement passionnée, candide, convaincue qu'il faut protéger ce territoire-là, que je ne serais pas capable de la démolir. Il a dit ça à notre avocat. Wow. Fait que c'est vraiment là où j'ai vu que si on s'y prenait et qu'on était convaincu, on ne gagnera pas tout le temps. C'est un peu comme jouer aux échecs. Plus tu joues, meilleur t'es, plus souvent tu gagnes. J'espère que tu ne prends pas ta retraite bientôt. Mm. On a besoin de toi, Loulou. Super, merci. On va passer à une prochaine question. Est-ce que quelqu'un du public veut lancer un chiffre? On a fait la 3, la 6, un dernier parcours d'espère. Parce qu'on aimerait ça adresser une question au moins à Agnès. Hein? Est-ce que quelqu'un veut me lancer un chiffre au hasard ou c'est moi qui y va? OK, j'y vais. Attendez, il y a quelqu'un? Allez-y. Gênez-vous pas, vous êtes public qui nous écoutez. On aimerait ça que vous participiez aussi au webinaire. Donc, lancez-moi. OK, un 5. On y va. Oh, la question du public sur le parcours d'un des invités. On avait une question je descends la technologie. J'avais une question de Monsieur le chasseur et je vais l'adresser à Agnès. Ou peut-être à Mathieu. En fait, ça parle. Je vais commencer par Mathieu, puis ensuite Agnès, si tu veux compléter. Quels sont les principaux éléments à considérer en géomatique pour faire ressortir le potentiel de conservation d'un milieu naturel? Je la répète. Quels sont les principaux éléments à considérer en géomatique pour faire ressortir le potentiel de conservation d'un milieu naturel? Question technique. Ouais. Moi, en première idée que j'aurais en tête, c'est la justesse des données, en fait, parce que en conservation, on va pouvoir se servir d'outils comme par exemple les espèces vulnérables. Si on a une rainette faugrillon ou un spécimen ou une population de rainette faugrillon sur un terrain, bah, ça peut nous donner des armes pour pousser à ce que ce site naturel soit conservé. Puis la justesse des données, c'est que si on a observé des individus il y a 5 ans, mais aujourd'hui on ne sait plus trop ce qu'il y a dessus, bah, malheureusement l'analyse géomatique que je vais faire depuis mon ordinateur, par exemple, ne sera peut-être pas très juste. Puis il y a aussi des choses un peu moins tangibles comme la pression anthropique. C'est des gens qui sont sur le terrain ou qui connaissent les personnes qui habitent dans le coin vont savoir qu'il y a peut-être une pression d'un promoteur qui voudrait faire un développement à tel ou tel endroit. Mais ça, comment est-ce qu'on le transforme en une donnée géospatiale? Puis ça, c'est ce qui permet d'avoir une bonne analyse, en fait, c'est d'avoir ce genre de critères qui, des fois, sont difficiles à avoir. Donc, Agnès? Effectivement, la justesse des données, qui c'est pas toujours simple, mais on a quand même beaucoup de données. Moi, je considère que la géomatique est d'abord un recueil d'informations et ça l'aide au niveau des gens qui planifient le territoire, qui s'occupent de l'aménagement du territoire notamment, là, à orienter vers où on va aller valider les données qui sont présentes, où il en manque. Je pense que ça, c'est super intéressant. Puis ça nous permet justement de répondre peut-être un peu à ce que Mathieu dit. La consultation avec les acteurs sur le territoire, là, ils peuvent dire, bon, ben nous, on a planifié tel projet de développement. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du mapping avec les gens pour identifier tous les paysages d'intérêt. Oui, il y a des territoires ou des espèces
éducatrices qui sont importantes, tout ça, mais il y a aussi, puis on va en parler sûrement, toute la contribution des citoyens. Il y a toute la notion des paysages identitaires. Des fois, c'est pas pour rien qu'ils sont identitaires, c'est parce qu'il y a une richesse magnifique. Fait que, tu sais, il y a la science, il y a toute l'écologie, mais il y a aussi tout l'aspect plus sociologie ou plus anthropique. Je pense que combiner les deux peut être très intéressant. Est-ce que dans ton rôle présentement de députée et de vice-présidente à la Commission de l'environnement, est-ce que vous consultez un petit peu des cartes multicouches ou multi-données comme ça pour vous aider dans vos décisions? Non. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, probablement que le ministre et toute son équipe, que ce soit au niveau du cabinet et tant que les hauts fonctionnaires et spécialistes au niveau du ministère, quand ils arrivent avec un projet de loi, c'est certain là, qui ont consulté, qui ont fait des démarches. Le rôle, comme moi, le rôle de présidente, c'est vraiment plus un rôle d'animateur ou tu sais, pour éviter les chicanes, puis essayer de trouver de l'harmonie entre les différents partis politiques. C'est plus ça mon rôle. Puis comme députée, ben c'est sûr que je me concentre davantage sur mon comté à moi. C'est d'abord et avant tout pour ça que j'ai été élue, pour m'occuper du comté d'Argenteuil. Je suis heureuse de savoir, je me considère très chanceuse. Il y a des acteurs dans mon comté qui sont très dynamiques. La connaissance, elle est là. Ils m'alimentent avec des cartes. Mais le rôle de député, c'est pas là. C'est comme trop à une autre échelle là, qui est très macro. Merci. Mais ça serait effectivement essentiel. Là. Si moi, je rêve d'avoir des cartes puis d'amener l'argumentaire auprès de mes collègues en montrant des cartes, je pense que ça, c'est fondamental. Fait que si je pouvais montrer toutes sortes de cartes, de corridors écologiques à protéger, tout ça, ça serait magnifique. Là. Donc ça serait un atout à rajouter dans un baluchon professionnel pour des gens qui travaillent en conservation des milieux naturels, de se trouver un moyen de présenter des données, des connaissances au moyen de cartes et outils visuels. Parfait. Merci. Le temps file. Je vais aller au deuxième bloc de questions qui traite de la conservation vue d'un autre angle, un petit peu plus en détail technique. C'est quoi la conservation? Et pour répondre à cette question, je fais appel à mon téléphone intelligent qui va me proposer Kélina pour répondre à une question ou attendez, non, ça a bugué. Attendez 2 secondes. J'ai encore Louise. Oui, je sais que tu aimes ça parler, fait que je vais te poser la prochaine question. Et on choisit au hasard, tiens, on va aller en haut, la 4. Selon toi, Louise, qu'est-ce qui est ou comment, qu'est-ce qui est volontaire dans la définition de conservation volontaire? Toi qui œuvres dans le domaine depuis plusieurs années, là, quand on parle de conservation volontaire, c'est quoi? Pour moi, ça a été clair depuis le début. Et puis, je trouve que dans certains organismes, on néglige ça. Il faut revenir à ça. Toute personne, individu ou propriétaire, parce qu'on fait en conservation volontaire affaire avec des propriétaires, qui choisit de travailler avec un organisme de conservation. Pas juste un don. On est content quand c'est un don, ça ne coûte pas cher. Pas juste un don ou une servitude ou nous donner de l'argent pour accomplir nos tâches. Mais même celui qui choisit de vendre son terrain, mais à un organisme de conservation, c'est un geste volontaire qu'il fait. Parce que ça serait à la juste valeur marchande, il se retire de la possibilité, puis surtout, Dieu sait que de ce temps-là, la spéculation, ça en est ridicule. Là, les maisons se vendent, les terrains se vendent, c'est quasiment des enchères. Donc, le fait que quelqu'un fasse le choix de voir à ce qu'un milieu naturel, pour lequel, des fois, il connaissait déjà la valeur en termes écologiques, là, puis il voulait le donner, ou qui
après avoir entendu parler des organismes de conservation ou rencontré des gens du milieu de la conservation, comprend l'importance de ces milieux-là et choisit de travailler avec un organisme pour protéger ce milieu-là. Pour moi, c'est ça la conservation volontaire. C'est la définition même. Puis il ne faut pas perdre, ce que je trouve, c'est que des fois, on oublie, je nommerai pas personne, mais des fois, on oublie l'importance de cette relation-là et le respect qu'on doit à ces gens-là qui travaillent avec nous. Des fois, on les prend peut-être un peu trop pour acquis, ou puis ça, c'est quelque chose il faut vraiment, là, ça devient leur projet de conservation, c'est des partenaires essentiels. Sans ces gens-là, de la conservation volontaire, il n'y en aura pas. Penses-tu que derrière ce geste-là volontaire, il y a la volonté de faire bénéficier à des centaines, des milliers, par exemple, de personnes derrière pour la communauté? C'est un geste personnel ou plus comme, comment je pourrais dire, bienfaisant? Moi, je pense que c'est plus un geste, c'est un geste personnel. C'est rarement, mais ça existe. OK, je te dis ça. C'est plus l'amour de la nature, l'amour c'est plus un geste d'amour, carrément, d'amour pour la nature. Oui, de bienveillance pour les autres êtres vivants. Puis, effectivement, dans certains cas, on va vouloir faire profiter d'autres gens de ce qu'on a retiré de ces milieux-là, évidemment dans la capacité que le milieu est capable d'accueillir des gens, là, mais c'est vraiment là, cette vision de l'importance de la nature dans nos vies, à commencer par la nôtre, mais qui peut être partagée avec d'autres. Ouais. Merci. On retourne à notre série de choix de questions. Est-ce que quelqu'un du public veut choisir entre 1, 2 ou 3? Inscrivez-le dans la boîte de questions et je vais ouvrir la question et la poser à nos invités experts. Qui veut poser la question? Qui veut choisir, qui veut proposer un numéro? J'y vais au hasard avec Agnès. Tiens, Agnès, toi, choisis donc un numéro 1 à 3. Le 3, tu peux ouvrir ton micro, Agnès. Et Agnès, tu avais à schématiser la conservation. Fais-moi un dessin dans ta tête un petit peu, là, parce qu'on n'a pas de crayon virtuel, mais si tu avais à dessiner la conservation, comment tu la représenterais? Est-ce que c'est des ramifications? Est-ce que c'est des blocs? Puis, à travers tout ça, où tu mettrais la position de la protection des milieux naturels? Bien, moi, les dernières connaissances qui ont changé ma vie, là, c'est la géomatique. J'ai appris à travailler avec la géomatique et donc mon schéma va être plus influencé par ce nouvel outil. Donc, dans le fond, ça serait comme différentes couches, hein? C'est un peu ça la géomatique. Ouais. On insère différentes couches et la couche de base, pour moi, c'est la conservation. Donc, c'est un réseau écologique, hein, où on a identifié des noyaux, des corridors écologiques. Et par la suite, on rajouterait le réseau routier, le réseau, tout ce qui est développement, occupation du territoire et tout ça. Et donc là, on saurait où il faut protéger et où il faut restaurer. Fait que pour moi, à la base, là, on devrait dorénavant être à la base de la conservation, c'est la première chose à faire, à savoir, à connaître, à respecter. Et par la suite, on occupe le territoire. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant que tu rajoutes effectivement pas seulement les éléments naturels, mais tu as une couche sociale, donc la position des gens, des citoyens, des gens qui utilisent la nature, puis des besoins aussi qu'on a là, en termes d'infrastructure aussi. On peut pas tous vivre dans un shack dans le milieu du parc de la Vérandrie ou de la réserve faunique de la Vérandrie. Donc, on vit dans une société. Super intéressant. Merci.
Et je vais aller avec Mathieu. Mathieu, il te reste le choix 1 ou 2. Je vais prendre la numéro 1. La numéro 1 te réserve. Voici une définition bien trop simple de la conservation des milieux naturels. Comment voudriez-vous l'améliorer? Et je la lis. Un ensemble de pratiques visant le maintien de la nature. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça qui compléterait, soit par des qualificatifs, soit des verbes d'action? Qu'est-ce qui manque à cette définition-là de la conservation des milieux naturels? Mais en fait, quand je lis ça, j'ai l'impression que c'est très ciblé écologie. Genre le maintien en fait des fonctions écologiques de la nature, mais en fait la conservation, c'est pas juste ça. Il y a aussi tout le volet, on va dire, sentimental ou peut-être même des fois culturel qu'on peut donner à la nature. Puis la conservation, on faut aussi conserver ce patrimoine humain-là. Puis on veut pas simplement conserver des fonctions naturelles pour les conserver. Tu sais, on voit aussi un peu plus loin. Pour moi, là, la problématique de conservation de la nature, c'est le fait qu'on est très conscient des migrations animales qui vont avoir lieu du sud vers le nord. Puis il va falloir qu'il y ait des milieux naturels pour accueillir ces animaux-là. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? C'est à cause des changements globaux. Donc en fait, pour moi, c'est comme une chaîne qui ramène un peu tout à la même histoire. Donc ça ne fait pas que maintenir la nature, ça aide aussi à limiter les changements globaux, à conserver un lien entre les humains et la nature. Donc, dans cette définition-là, tu verrais aussi un aspect de faire référence au futur aussi? Oui, puis faire référence à l'humain aussi, son rôle, puis son rôle, puis les bénéfices qu'il pourrait en tirer, parce que malheureusement, l'initiative, elle revient encore aux humains. Hein. C'est pas la nature qui se conserve elle-même, malheureusement. C'est à nous de nous bouger. Donc ouais, je la trouve technique comme définition, je dirais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter à cette définition-là? Moi, je rajouterais la restauration. On n'a pas le choix là. Dans le sud, dans la définition, le maintien et la restauration. On n'a pas le choix dans le sud du Québec où les besoins sont les plus grands, où les enjeux sont les plus grands. Je l'ai déjà dit quand je donne des conférences dans les universités, je dis, moi, ma tâche, ça va être de protéger ce qui reste, vous autres, ça va être de réparer. Puis c'est non seulement la restauration entière là, de nouveaux systèmes, on parle de connectivité, des trucs comme ça, mais aussi quand on parle, puis je parle à d'autres professionnels comme en foresterie, on a complètement dégradé la forêt du sud du Québec. Là, on a un enjeu énorme de la restaurer pour en faire bénéficier les générations futures. Et là, c'est l'érable rouge, l'espèce dominante du sud du Québec. C'était pas ça à l'époque. Donc, on a un défi de ramener la forêt à ce qu'elle était. Et puis, il me semble que les facultés de foresterie devraient capitaliser là-dessus. C'est pas parce qu'on a des grandes forêts en forêt boréale qui se régénèrent relativement facilement avec les changements climatiques. On va voir ce que ça va donner. Mais il faut, dans le sud du Québec, vraiment prendre le taureau par les cornes, un peu comme les pays européens où il y a eu énormément de foresterie de fait, pour ramener une forêt dans l'état où elle était. Puis ça serait un défi extraordinaire pour les facultés de foresterie de former des forestiers dont la principale tâche n'est pas des volumes de bois, mais de restaurer la forêt. C'est intéressant vos propos. Justement, vous mentionnez, vous avez ramené à plusieurs reprises la présence de l'humain dans les milieux naturels, de son utilisation, mais aussi vous tirez la définition vers ramener dans sa naturalité son contexte initial. Oui. Ouais. Effectivement, c'est une définition que je vous ai donnée qui était plein de trous puis qui manque
plein de termes. Ça pourrait être aussi des qualificatifs, des pratiques innovantes, des pratiques responsables, etc. Je voulais vous lire la définition d'Éco-Canada dans l'étude que je vous ai présentée au début de la présentation, auquel on a participé. De façon générale, la conservation des milieux naturels, la définition qu'il donne, c'est la protection, la restauration, comme tu as mentionné Louise, et la culture de la nature, ainsi qu'un engagement durable à son égard, ce qui comprend les aspects culturels, comme Mathieu a mentionné, économiques et biophysiques de la nature, dans la conservation des zones. On a parlé tantôt des paysages terrestres avec Agnès. On parle aussi des zones aquatiques aussi, des habitats, des espèces, de même que dans la gestion responsable des ressources naturelles. Généralement, quand on fait référence à ressources naturelles, on fait référence à des éléments que l'on exploite. Super. Merci à nos experts qui se sont prononcés sur la conservation vue d'un autre angle. Je vous amène ailleurs. Vos implications. Et je vais choisir, là, mon téléphone intelligent va choisir Kélina. Est-ce que tu veux choisir un numéro? Et au centre avec le numéro 3. Le numéro 3. Et je rappelle au public, préparez vos questions, à ceux qui nous écoutent. Préparez vos questions parce que vous allez avoir dans quelques minutes l'opportunité de poser vos questions à tous et chacun de nos experts invités. Kélina, quel expert manque-t-il ou, ma parenthèse par l'envers, excusez-moi, où elle peut présenter aux tables de planification territoriale au Québec et pourquoi? Quelle expertise qui manque lorsqu'on parle de planification territoriale en lien avec la conservation des milieux naturels, bien sûr, donc de laisser une certaine place à ces milieux naturels-là. Quel expert ou quelle expertise manque pour bien faire la job, comme on pourrait dire? Qu'est-ce que toi, tu verrais? En fait, je trouve que c'est une question difficile parce que ça dépend vraiment de quel projet dans lequel on est impliqué. Donc, je pense qu'il y a des projets où il y a certains acteurs, on va avoir des sociologues, des urbanistes, dont des botanistes, puis d'autres projets, on va juste avoir un ornithologue, la faune et un géomaticien, puis le développeur. Je pense que c'est surtout que dans tous les projets qu'il y ait un ensemble de personnel puis d'experts qui se joint au projet. Et je pense qu'une des affaires que des fois qui peut manquer, c'est en fait les personnes faire les liens. Donc, des modérateurs, des sociologues pour faire le lien entre les citoyens concernés, les organismes de conservation dans la région ou avec les élus, quelqu'un pour les aider à formuler leurs pensées, formuler leurs inquiétudes sous une forme qui va être bien reçue et aussi pour les décideurs. Je pense à, tu sais, quand tu parlais justement de plusieurs gens autour de la table, il y a de plus en plus aussi dans les dernières années de la concertation régionale. Donc, c'est plusieurs expertises, plusieurs domaines qui ont un besoin, qui ont un intérêt, que ça soit autour de la table, autour d'un projet, autour d'une question, et arrivent en concertation à prendre une décision pour aller de l'avant. Donc, des fois, on en parle, des fois, on en gagne, mais au moins, au final, tout le monde est d'accord pour aller de l'avant avec le projet ou le retirer, tout dépendant. Est-ce que quelqu'un d'autre de nos experts invités veut rajouter sur la question? Oui, j'aurais bien rajouté, peut-être des fois des géomaticiens ou des géomaticiennes. Parce qu'en fait, en faisant ma formation à l'Université de Laval, je me suis rendu compte en discutant avec certains de mes collègues qu'il y avait les gens qui font de la géomatique depuis le début, donc qui ont commencé leurs études là-dedans, puis tu as les autres, comme moi, puis les géographes notamment, qui se plaignaient souvent parce que dans la géomatique, un géomaticien puis quelqu'un qui a eu un autre type de formation, ils n'ont pas les mêmes considérations. Puis dans une table de planification territoriale, un géomaticien, il faut que vous pensiez ça, c'est un informaticien, c'est quelqu'un qui traite de la donnée informatique, c'est quelqu'un qui est devant un ordinateur. Puis sur des tables de planification territoriale, il y a énormément d'autres considérations à prendre en compte. Et le fait d'avoir des géomaticiens présents à ces tables-là, ça pourrait aussi leur permettre de se rendre compte de la complexité des décisions qui sont à prendre, qui peut-être même les orienter dans certaines analyses ou dans une meilleure compréhension de ce qu'ils pourraient faire dans leur travail pour aider
plutôt que de tout simplement leur donner les grandes lignes, puis leur demander de faire sortir telle ou telle donnée sur un logiciel d'information géographique. Peut-être des fois les insérer dans l'étape de planification ou dans certaines discussions, ça pourrait leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe, puis de mieux proposer de meilleures analyses. J'espère qu'on a parmi notre public, notre auditoire, justement des élus et autres personnes dans les sphères plus de décisionnelles qui vont t'entendre. Merci Mathieu. Et Agnès aussi, elle voulait rajouter quelque chose. Vas-y Agnès, vas-y. Rapidement, je pense que moi, je suis plus familière avec la planification territoriale en milieu municipal. Et là, j'ajouterais comme expert des économistes. Je pense que c'est un argument. Il faut travailler avec les gens qui sont là. Les décideurs ont souvent à cohabiter ou à prendre des décisions en harmonie. Mathieu en a parlé un peu. Là. Il y a d'autres, et toi aussi, Véronique, il y a d'autres considérants. Et je pense que souvent, on est encore dans un monde ou un langage où l'économie est importante. Et donc là, si on arrive à chiffrer un peu plus les pertes au niveau des services écologiques ou à ce que ça vaut, ben, ça l'aiderait grandement là, à prendre des décisions. Avec la planète environnement, la planète économie, dollar sign, s'est rencontré il y a quelques années. Hein? Oui, je dis pas que c'est ça l'important, je fais juste dire que ça l'aiderait tranquillement à s'en aller vers que tout le monde est en amour avec la nature. C'est une des étapes. Ouais. Merci Agnès. Prochaine question. Louise, veux-tu te choisir un chiffre? Oui, la 6. La 6. Entre vous, est-ce qu'entre vous quatre, vous auriez une question à vous poser? De Louise à Kélina, de Agnès à Mathieu, sur les implications en conservation. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi j'en ai une pour Agnès. Moi, j'en ai une pour Agnès. Je suis très impliquée en ce moment, et le RMN d'ailleurs, avec le RMN, sur la stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Je pense, j'aurais rajouté ça tantôt, mais là, j'en profite, de la tribune que j'ai choisie. Sans aller trop dans un sujet spécifique. Non, mais en ce moment, le gouvernement fait toutes sortes de stratégies pour la forêt, pour la biodiversité. Là, on a une stratégie sur l'aménagement du territoire. Je ne rentrerai pas dans le détail du document qui nous a été fourni, mais il me semble que la nature n'est pas encore là. C'est à mon goût, ça fait 30 pages que j'écris sur un document de consultation qui en fait 60 avec des collègues. Donc, comment est-ce qu'on peut, au niveau gouvernemental, parce que c'est ta position, s'assurer qu'il y a une intégration de tout ça, parce que veut pas, l'aménagement du territoire, ça relève beaucoup des MRC et des municipalités. Et c'est là que les citoyens ont des attentes. Et s'il y a une autre stratégie qui arrive et qui balaye le pouvoir des municipalités et MRC de décider, ben, on est mal pris, là. C'est quoi ta réponse à ça? Tu as tout à fait raison, Louise. Oui, il y a une stratégie d'aménagement et d'occupation du territoire. Je pense que il y a des objectifs fondamentaux, des principes qu'on va remettre à jour. Là. Je pense que c'est influencé par les inondations, par les grands enjeux, les changements climatiques, tout ça. Mais il y a en parallèle tout un exercice qui va se faire. Et là, toi, tu vois que je veux mettre le nez là-dedans, qui est sur les orientations gouvernementales en matière de biodiversité et eau. Et à mon avis, cet exercice-là qui se fait auprès du milieu, auprès des affaires municipales, ça va vraiment s'adresser, hein, parce que dans le fond, qui livre ces OGAT-là sur le terrain, ça va être les MRC des municipalités. Et là, c'est le grand défi que la stratégie
d'aménagement du territoire, les logs biodiversité eau, le forum d'action sur l'eau, que ça se parle. Et donc, tu sais, moi, je te relance la question et je la relance aussi au réseau et à tous les organismes. Je pense que là, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un livre blanc qui est en train de se faire ou qui s'est en train de où il y a une réflexion qui se fait. Sur le Je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour passer les mêmes messages. Parce que c'est facile au gouvernement, puis c'est pas le gouvernement actuel, c'est depuis que le monde est monde. De travailler en silo, c'est assez facile. Et ça, je le constate. Puis c'est pas pour critiquer les fonctionnaires et rien de ça, mais je pense qu'on le constate tous. C'est ça. Donc, c'est notre grand défi là, de tout mettre ça ensemble pour atteindre des objectifs, quitte à dire on y va par étapes. Oui. Faut faire des pas en avant, là. C'est ça. Oui. OK, ben, c'est ce qu'on espère. Je pourrais te parler, comme on essaie de rester à un niveau plus général, je pourrais t'appeler pour te jaser de situations, de choses. Mais je pense que oui, et puis tous les citoyens, c'est un message qu'il faut lancer. Pas juste les organismes de conservation. Les gens se sentent souvent, comment je pourrais dire, pas concernés parce que c'est une grosse affaire et puis tout ça. Mais on a tous notre mot à dire. Puis même si on ne sait pas encore comment ils vont consulter la société civile dans le cadre de cette stratégie-là, mais s'il y a juste une affaire qui vous dérange, les gros arbres, les petites mousses, vous écrivez votre 10 lignes pour vous dire que ça vous préoccupe, qu'il faut en tenir compte. Puis ça prend pas, il ne faut pas nécessairement être un expert pour dire c'est quoi notre vision de l'aménagement du territoire. Là-dedans, il n'y a pas d'expert, il y a juste du gros bon sens, la grosse logique. Ça ne prend pas un doctorat pour être capable de dire ce qu'on pense. Ah, Louise, tu es toujours au devant de tout le monde. Regarde, justement, on va en parler au prochain Midi Conservation, le dernier mercredi du mois d'août. On va vous présenter justement cette stratégie nationale-là avec le RMN. Donc, soyez des nôtres le 25 août. Et de 1 et de 2, tu nous amènes au dernier bloc. Quelle est votre vision pour la conservation? Et je vais choisir, mon téléphone intelligent va choisir. Kélina, est-ce que tu veux te choisir un chiffre? 1 à 5? 2. Le 2. Selon toi, selon vous, quels sont les obstacles actuels à la conservation des milieux naturels? On ne l'adressera pas à Louise. Louise, je vais la partir. Je vais la craquer. Non, je sais. Je vais te la garder. Kélina, vas-y. Je pense qu'on en parle depuis le début, qu'il y a toujours le développement, qu'est-ce que les gens veulent faire avec l'aménagement du territoire pour les humains et le côté conservation des milieux naturels. Donc, il y a toujours cet obstacle-là dans le sens qu'il y a des gens qui ont différents intérêts. Mais je dirais surtout dans le sud du Québec, le plus grand obstacle, c'est que la majorité des milieux naturels, les boisés qui restent, c'est des milieux privés. Et donc, on ne peut pas juste faire des cartes et décider que ça, c'est la place optimale à conserver. Il y a des propriétaires privés qui doivent être tenus en compte. Comme on disait, il y a des propriétaires privés qui ont des projets de développement immobilier, qui ont des projets sur ces terrains-là. Et c'est donc de trouver une façon de convaincre les personnes de conserver ces territoires-là qu'on juge prioritaires selon nos analyses de critères et selon notre compréhension du territoire, ou de l'acheter puis d'exproprier ces terrains-là, mais là, ça coûte beaucoup à l'État. Donc, je pense vraiment le fait que la plupart de nos terrains dans le sud du Québec sont privés, ça empêche beaucoup de décisions qui peuvent être prises autrement. On va trouver un moyen de travailler de concert avec ces propriétaires privés-là ou de trouver d'autres moyens peut-être coercitifs ou financiers peut-être de sensibilisation. Merci. Mathieu?
Quel chiffre tu choisis? La 5. La 5. La question du public. Encore? Question du public. Parmi notre auditoire, est-ce que quelqu'un aurait une question à adresser à Mathieu sur sa vision de la conservation? Vous pouvez choisir peut-être une autre personne aussi. Ça peut ne pas être Mathieu. Donc, je vous laisse quelques instants pour écrire votre question dans la boîte de questions. Est-ce que quelqu'un aurait une question à formuler pour nos experts? Je vais vous laisser le temps de l'écrire. Et allez-y, soyez pas gênés. Si ça ne vient pas, on passera à la prochaine, tout simplement. Prenez le temps de l'écrire. Je vais adresser une question à Agnès. On reviendra à la question numéro 5, Mathieu. Agnès, est-ce que tu veux choisir un chiffre? La dernière question du quiz? La 2. La 2. Ah, ben on l'avait déjà posé, excuse-moi. Vas-y. 1, 3, 4. 4. 4. Être confiant et optimiste, l'état de la conservation des milieux naturels au Québec dans 50 ans, ça se trame comment? Ça a l'air de quoi dans ta vision des choses? Je suis une éternelle optimiste. Là. Je préfère voir le verre à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Donc, je pense qu'on va faire des pas et on n'aura pas le choix que de faire des pas en matière de conservation. Je pense qu'il faut absolument miser sur 2 choses. Là, on parle de long terme, 50 ans, moyen terme peut-être. Éducation. Éducation, et là, je fais le lien avec ce que Louise dit en termes de conservation volontaire, avec ce que Kélina a dit aussi. Dans le sud du Québec, c'est des territoires privés. Oui, la coercition, oui, le financement pour les grands propriétaires, mais je pense qu'il faut éduquer à faire autre chose que de faire des maisons. Je pense qu'on peut découvrir quand on a un boisé, qu'on peut faire des produits forestiers non ligneux, qu'on peut développer notre territoire autrement que de faire pousser des maisons. Ça, c'est la première des choses. Puis, tu sais, je pense aussi, puis là, on le voit avec la pandémie, c'est crucial. On le voit, là, moi, je le vis beaucoup, là. Toute la migration des gens qui viennent des milieux plus urbains vers les milieux plus ruraux, c'est systématique. Les gens veulent un chalet, veulent un bord de l'eau, veulent une forêt, veulent ci, veulent ça, mais ils coupent tout parce qu'ils ne veulent pas d'arbres qui tombent sur les maisons. Donc, il y a toute une éducation à faire au niveau des urbains qui arrivent en milieu rural parce que c'est une autre façon là, d'habiter le territoire. Puis on le voit. Fait ça, je ne sais pas comment le faire. Est-ce que c'est dès le jeune âge? Est-ce que c'est puis je suis pas sûre que de faire reposer ça sur les mains des petites municipalités rurales qui n'ont pas toujours un inspecteur, que c'est la solution gagnante. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'éducation, puis que les gens comprennent c'est quoi le bien commun. J'extensionne ta référence aux urbains qui arrivent en milieu rural, mais il y a la formation aussi des experts dans le sens où les urbanistes, comment redessiner le territoire aussi pour laisser place au milieu naturel, les développeurs, les constructeurs peut-être aussi. C'est le standard terrain gazonné en avant de maison, terrain gazonné en arrière de maison, puis gros bloc de maison dans le centre. C'est peut-être plus non plus la norme qu'on veut pousser à long terme dans 50 ans. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu sais, ces moteurs-là, ils répondent à des besoins de clients. Fait que, tu sais, c'est la boule ou l'œuf, là, il faut le faire ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Merci d'avoir partagé. Aussi, on voit quand même, moi je dirais dans les 3-5 dernières années, je vois vraiment une énorme amélioration dans les représentants municipaux. Là. Ils commencent vraiment à être plus réveillés, à exiger plus d'études. J'ai de plus en plus de clients qui m'arrivent. Ah, c'est la municipalité qui m'exige. Ils vérifient, on parlait des outils photographiques, ils vérifient les cartes de canards illimitées. Il y en a-tu un milieu humide sur le terrain? Ils sont plus réveillés. Mais moi, je vois ça en améliorant.
Je pense qu'il y en a encore des municipalités où il manque cette expertise-là. On a besoin de mieux former, comme vous avez dit, les inspecteurs en bâtiment, s'assurer que les petites municipalités, ben, il y ait plus d'aide des MRC, que les expertises soient là, les données soient disponibles pour eux. C'est vraiment quelque chose où je vois en amélioration, mais qui en a encore besoin. Là. Merci. Ouais. Puis il y a la bonne... Vas-y. Peux-tu juste dire un petit mot? Je suis d'accord avec Kélina. Puis l'éducation, on peut bien dire on va enseigner aux enfants, puis rendus qu'ils vont s'acheter une maison, ils vont tout savoir, puis ils vont tout bien faire. Mais là, ici, dans notre municipalité, avec mon mari, on a décidé, on ne sait pas si la municipalité va l'accepter, mais on va écrire un guide du nouvel arrivant. Il va recevoir avec son premier compte de taxe, là, ou sa taxe de bienvenue, là, qui dit, vous arrivez à la campagne, voici. Parce qu'on souvent maudit que les gens, parce qu'il y en a qui font des grosses niaiseries, mais souvent c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça, puis ils veulent faire ça de même, ils ne savaient pas qu'il y avait un problème. Ce n'est pas de la malveillance dans la majorité des cas, c'est juste qu'ils ne savaient pas. Donc là, ils seraient avertis. C'est comme un petit peu de bonne implantation. C'est vrai. Puis pour l'avoir vécu, quelqu'un qui s'achète indirectement, mais pour avoir quelqu'un qui s'achète, par exemple, vient visiter la maison, c'est super beau, il y a un beau milieu humide derrière sa maison, il trouve ça très joli la journée de la visite, mais au printemps suivant, quand ça se met à chanter, les grenouilles viennent à chanter toute la nuit, puis etc., ça peut être assez dérangeant. Fait que, comme tu dis, c'est un peu la méconnaissance de ce milieu, de cet environnement-là. Ah, félicitations d'ailleurs pour ton initiative. Merci. Comme vous avez vu, j'ai plein d'autres questions, mais le temps file et on aurait toujours pris toujours plus. Mais est-ce que du grand public de notre auditoire, est-ce qu'il y aurait des questions à adresser à Kélina, Mathieu, Agnès ou Louise? Ne vous gênez pas. Vous avez l'opportunité de les écrire dans la boîte de questions. Ça serait le fun que vous puissiez profiter de ce moment-là pour titiller une question de Mme Bédard. Une anecdote intéressante en lien avec la conservation des milieux naturels, bien sûr. Est-ce qu'un de nos experts veut se lancer? Une anecdote intéressante. C'est très vaste. Moi, je dirais que Louise a toujours des bonnes histoires. C'est une conteuse née, Louise. Bon, j'en ai une, puis qui a rapport avec la conservation de la nature ou des échanges justement avec des propriétaires, et puis qui fait un peu un rappel de ce que je viens de parler, le petit guide. Encore là, je n'aimerais pas personne, je vais me faire envoyer une mise en demeure. Mais à un moment donné, les gens un groupe de personnes sont arrivés dans la région ici, puis ils voulaient développer, il y avait plusieurs personnes, de développer un éco-village. Alors, nous autres, on c'est intéressant. Bon, alors on est allé les rencontrer, puis oui, ils voulaient peut-être faire de la conservation, puis ils nous expliquaient tout le concept de bâtiment qui ferait, la technologie qu'ils utiliseraient, là, les nouvelles technologies. Bon, on trouvait ça, mais tu sais, des choses quand même, pas du lead et puis tout ça, mais l'utilisation des matériaux recyclés, puis bon, en tout cas, ça, on a fait même. C'était le fun, c'était une gang sympathique. Sauf que cette méconnaissance de la nature a fait qu'à un moment donné, ils nous disent, bon, mais là, nous, on a un gros cristal qu'on aimerait mettre à un endroit pour aller faire de la méditation. Fine, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que l'endroit où ils avaient choisi de mettre leur cristal, après avoir visité sur le terrain, surtout à l'automne et à l'hiver, c'était en plein dans une héronière. Alors là, je leur ai dit, j'ai dit, ben non, ça ne marche pas. Vous êtes dans une héronière. Mais là, leur besoin de se ressourcer dans la nature était plus important que de protéger la héronière. Alors là, vous voyez un peu le genre de conversation qui a suivi, mais on a coupé les ponts immédiatement
parce qu'on s'est dit, on va constamment se buter à cette incompréhension-là de gens qui se disent écologistes, ce qui est correct, mais l'écologie, c'est pas juste le recyclage, les matériaux, puis manger bio. C'est beaucoup plus que ça. En fait, puis c'était quand même quelqu'un d'éduqué, là. Alors, ça, c'est une anecdote. Puis j'en ai un autre de mon voisin, OK, mon nouveau voisin qui a acheté une immense propriété, 34 acres, une grosse maison. Et puis, à un moment donné, moi, je pars tout le temps dans le bois, un peu en arrière, j'arrive sur son terrain, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient passé le râteau dans toute la forêt, tout ramasser les feuilles, les branches mortes, OK, pour que ça fasse propre. Mais au centre, comble du bonheur, il a fait une petite plateforme avec un Bouddha avec des fleurs fraîches à côté. Alors, c'est mon mari qui m'a retenu de ne pas aller leur expliquer que Bouddha, là, c'est pas des fleurs de pépinière qu'il voulait, puis que c'était pas comme ça qu'il avait conçu la relation avec la nature. Donc, à ça, quand je prends mes marches, je ne vais pas vers l'est, je vais vers l'ouest. Parce que je viens hors de moi chaque fois. Mais c'est pour montrer à quel point nous, on se parle beaucoup entre nous. Fait qu'on pense que tout le monde est à notre niveau de compréhension de l'importance de la nature. Puis ça, c'est un message qu'il faut lancer. Il faut parler aux autres parce qu'on se réconforte dans le fait que les gens hochent la tête. Notre entourage, oui, comprennent. C'est les gens. Mais il faut aller chercher les gens qui sont pas et qui arrivent là, du champ gauche complètement. Là. Tu sais, il faut aller au champ droit, là, ça n'a pas d'importance. Ils arrivent souvent avec des valeurs tout croches. Ils n'ont pas compris. Puis ça, c'est une leçon que j'ai appris. Mais c'est des choses dans le quotidien qui nous font comprendre ça. Puis ça m'a deux anecdotes qui m'ont fait comprendre à quel point le travail qu'on a à faire auprès du grand public est important. Soyons des ambassadeurs. On n'a pas besoin d'être des experts non plus du domaine de la conservation pour être des ambassadeurs. Merci, Louise. Je vais passer à travers les questions, sinon on va clore cette session. Juste rapidement, il y a plusieurs commentaires. Félicitations, merci, intéressant, nanana. Les questions assez profondes. J'ai beaucoup de questions. Le plus grand défi pour la prochaine année de M. Thibouteau? Est-ce que quelqu'un, rapidement? Se parler ensemble, travailler ensemble, collaboration, stratégie, planification territoriale. Peut-être maintenir cet engouement que les gens ont avec la nature, parce que suite à la pandémie et au fait d'avoir été enfermés, les gens n'ont jamais autant aimé les milieux naturels, mais peut-être essayer de garder cet engouement-là, puis le faire perdurer. Faut pas attendre le profiter COVID de pour ça. que les gens ouvrent les yeux, quoi. Ouais, il faut profiter de ça, oui. Tu as raison, Mathieu. Il faut profiter, mais il faut effectivement, je pense que moi, en tout cas, de mon point de vue, le plus grand défi, là, c'est d'avoir un message commun. Donc, travailler ensemble, parce que il y a des défis dans toutes les sphères. Il y en a en environnement, mais il y en a en santé, il y en a en éducation, il y en a dans tout. Fait que pour un gouvernement, de ce que je comprends, ça sera pas, moi, je pourrais pas porter 47 messages différents. Donc, ça va être vraiment de choisir comme première marche lesquelles. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des élections provinciales l'année prochaine. Donc, c'est peut-être profiter aussi de lobbyer, de faire du lobbying. Oui. Merci beaucoup à vous quatre. Merci pour ces mots sages de la fin, Agnès. Donc, effectivement, je vais vous inviter à tous à participer au prochain Midi Conservation qui va justement être sur la stratégie nationale territoriale qu'on a abordé tantôt. Vous allez voir sur le site Internet du RMN, sous l'onglet calendrier ou Midi Conservation, vous allez avoir toute l'information pour le prochain webinaire. Et sur ces mots, merci beaucoup encore à Kelina Higgins, multitalentueuse personne impliquée en conservation et Mathieu Tossolini aussi, encore une fois, talentueux et expert en géomatique.
à Agnès Grondin, multitalentueuse et impliquée en politique. Courageuse, courageuse. Moi, c'est le mot que moi, j'ai pas le courage de faire ce qu'elle a fait. Il faut de tout le monde pour faire un monde. Et puis, Louise Gratton, merci beaucoup encore une fois, multitalentueuse et impliquée dans plein d'œuvres, plein de causes, autant sur le terrain, autant qu'en administration, autant qu'au soutien de la relève. Merci beaucoup. Sur ces mots, je vous dis encore une fois à la prochaine et on se revoit pour un prochain Midi Conservation le prochain mercredi, le 25 août. Au revoir tout le monde. Si jamais tu veux te recycler en animatrice de quiz, Véronique, t'es très bonne. Merci. Très bonne. On a testé le quiz. Merci. Puis, si vous beaucoup de plaisir. Merci. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les envoyer au info@rmnat.org et aller visiter notre site web pour plus d'informations sur le réseau de milieux naturels protégés, un OBNL, un organisme non lucratif qui est voué à la conservation et le soutien des organismes et des professionnels et des gens qui œuvrent en conservation. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci. Oui, tu m'appelles. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir.